Bonjour tout le monde. À ce nouveau séminaire, cette fois où on va se concentrer sur le transport. Donc, les projections que le SAPEC a réalisées pour la mise à jour du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Je me rappelle un peu sur le périmètre, je l'ai déjà évoqué lors des séminaires précédents aussi. Donc, on ne va pas couvrir les émissions indirectes, mais juste les émissions directes telles qu'elles sont mesurées par l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est cette approche qui est notamment utilisée pour les objectifs climatiques des pays. Donc, vous voyez à gauche que le transport, il occupe une place importante dans les émissions. Donc, il représente à peu près 60% des émissions directes. Donc, c'est un secteur très important avec aussi un grand potentiel de réduction des émissions, comme on va le voir tout au long de la présentation. Pour les seuls résidents, on voit qu'il y a une légère baisse. Là, vous voyez les émissions totales, alors qu'en même temps, il y a une hausse de la population. Si on divise les deux, on passerait en fait de 3,4 tonnes de CO2 par habitant en 2005 à 1,5 tonnes de CO2 en 2021, donc le dernier point observé par l'inventaire. Et puis ça continuerait à baisser, on va le voir plus tard, à l'horizon 2050, on ne serait plus à 0,3 tonnes de CO2 par habitant. Les ventes de carburant aux non-résidents, ils occupent une part très importante des ventes de carburant et ils sont aussi beaucoup plus volatiles que les ventes aux seuls résidents. Donc, vous voyez notamment l'impact conjoncturel de la crise en 2009 ou encore en 2020 avec le Covid. Et pour le reste, il y a aussi d'importantes fluctuations qui, eux, sont plus liées au prix. Ça aussi, on va le couvrir dans cette présentation. Un rappel aussi sur qu'est-ce qu'on a simulé. Donc, il y a deux scénarios qui sont demandés par la Commission européenne au pays. Donc, c'est une fois un scénario qui prolonge les tendances historiques et qui prend donc en compte toutes les mesures adoptées avant 2022. Et il y a un deuxième scénario avec toutes les mesures qui étaient en place en 2022 ou depuis 2022, ainsi que toutes les mesures qui ont été proposées avec cette mise à jour du PNEC. Il y en a eu presque 200. Parmi ces 200 mesures, les principales mesures qu'on a modélisées sont celles-ci. Donc, c'est pour le scénario WEM, c'était les anciennes normes de performance et il y a un renforcement de ces normes, notamment aussi avec une mesure phare qui consiste donc à interdire les ventes de voitures à combustion, donc les moteurs thermiques à l'horizon 2035. Il y a aussi dans le VAM donc le nouveau régime d'aide qui est pris en compte, alors que dans le VEM, c'est encore l'ancien régime d'aide qui était en place. Il y a aussi pour tout ce qui est mobilité, un autre scénario qui est pris en compte. Donc, ce sont des scénarios qui sont élaborés par le ministère du Transport, qui ont un modèle assez complexe des flux de mobilité dans toute la grande région. Et ils ont justement un scénario aussi qui est en ligne avec le plan national de la mobilité à l'horizon 2035. Donc, c'est celui-là qu'on prend en compte dans notre scénario VAM. Il y a aussi une mesure supplémentaire qui consiste en la réforme des avantages fiscaux qui, pour les voitures de fonction, consiste notamment à favoriser en fait les seules voitures à zéro émission directe. Il y a aussi une autre part de biocarburants qu'on prend en compte dans le scénario VAM. Dans le scénario VAM, on les laisse constants par rapport à la dernière observation, donc celle de 2021. Il n'y a pas eu de hausse en 2022 et on les laisse constants à l'horizon de projection, alors qu'elle augmenterait encore légèrement jusqu'à 11% dans le scénario VAM. Et après, mesure très importante, notamment pour le secteur de transport, c'est celle de la taxe CO2, qui dans le VEM resterait constant à 30 €.
et qui, dans le PNEC, il est proposé de l'augmenter de 5 euros la tonne de CO2 chaque année. Donc, dans la modélisation, on prend compte une hausse continue de plus 5 euros, même au-delà de l'année 2026. Pendant tous les scénarios précédents aussi, j'ai montré le graphique où on voit la croissance du PIB, où on voit la croissance démographique également. Et donc, ici, j'ai donc mis la consommation d'énergie pour le seul secteur de transport. On voit une baisse lente pour les résidents et une baisse beaucoup plus prononcée pour les non-résidents. Et les facteurs explicatifs, on va les détailler après. C'est juste pour vous dire déjà maintenant qu'il y a une grande différence entre la réaction des non-résidents qui va probablement être beaucoup plus prononcée que celle des consommateurs résidents. Donc ici, on voit les scénarios VAM et VAM. J'ai expliqué avant qu'est-ce qui est pris en compte dans les deux scénarios. Et donc ici, il s'agit donc des émissions. Donc la baisse des émissions dans ces deux scénarios à l'horizon 2030 et 2050. Et le reste du séminaire va donc essayer de clarifier pourquoi cette baisse, quels sont les déterminants de cette forte baisse des émissions. Donc la présentation, c'est en deux parties, donc, parce qu'il y a notamment la partie la flotte des véhicules immatriculés au Luxembourg qui concerne principalement les résidents, plus certains frontaliers qui ont une voiture de fonction. Et la deuxième partie va se concentrer sur les ventes de carburant, avec la réaction spécifique des non-résidents notamment. Pour la flotte de véhicules, on va voir notamment le nombre de véhicules, les kilomètres parcourus, l'efficience des véhicules et le type d'énergie, donc le type de voiture et comment le stock il va évoluer au cours du temps. Et dans la deuxième partie, on va plus se concentrer sur les prix du carburant, les taxes luxembourgeoises et étrangères. On va expliquer un peu la réaction qu'on anticipe par rapport aux hausses de prix et surtout au différentiel de prix, ainsi que les autres déterminants des ventes de carburant. Donc pour la flotte luxembourgeoise, en fonction du type de véhicule, que ce soit une voiture, une camionnette, un camion, un bus, etc., il y a un autre déterminant qui va expliquer en fait l'évolution de ce stock. Donc pour les voitures, ce sera plus la population et l'emploi. Pour le transport, ce sera plus la production, que ce soit dans la construction ou dans le secteur transport, etc. Donc ça va être ces déterminants un peu de la croissance économique, en quelque sorte, qui vont déterminer donc les véhicules supplémentaires par rapport au stock d'aujourd'hui. Donc ça va être modélisé ce sont des nouvelles immatriculations où on a des hypothèses année par année, aussi bien sur le kilométrage que sur l'efficience des voitures, donc combien de litres, respectivement de kilowattheures par kilomètre sont consommés, et sur le type de carburant de ces nouvelles immatriculations, notamment avec l'électrification progressive. Ces nouvelles immatriculations, ils se rajoutent toutes les années au stock de véhicules, et de ce stock de véhicules, on retire les déclassements qui, eux aussi, donnent du coup lieu à de nouvelles immatriculations. Donc, le schéma, il est très similaire par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière au niveau des bâtiments, sauf qu'évidemment, il n'y a pas de rénovation ici, mais seulement des déclassements. Donc, comme la semaine passée, on va maintenant se concentrer sur les flèches oranges qu'il y a en haut, donc les caractéristiques, les hypothèses qu'on a adopté pour les nouvelles immatriculations et l'impact que ça aura sur le stock des véhicules. Donc, tout d'abord, l'évolution des nouvelles immatriculations qui concerne avant tout, c'est pas surprenant, les voitures. Et la part dans ces nouvelles immatriculations, en fonction du type de carburant utilisé, elle va beaucoup évoluer. En grande partie, ce sont des tendances déjà en cours. On le voit ici notamment pour l'essence. Donc, on observe déjà des fortes baisses.
des forecasts qui ont été prolongés jusqu'à l'horizon 2035, et c'est à partir de ce moment où, du coup, on suppose qu'il n'y a plus de voitures thermiques qui seraient vendues. Similairement pour le diesel, là-bas, ça a été plus prononcé, encore que pour l'essence, et on convergera aussi vers 0% à l'horizon 2035. Pour les voitures hybrides, on voit plutôt une stabilisation qu'on voit aussi déjà depuis 2 années. Une stabilisation à l'horizon 2030, mais aussi après une hypothèse justement de réduction linéaire parce que forcément, il serait interdit à l'horizon 2035. Et une fois qu'on a formulé ces hypothèses, en fait, l'hypothèse sur l'électrique est la résultante. Donc, une très forte augmentation des voitures électriques. On n'a pas pris en compte les voitures à hydrogène. Pourquoi? Parce que déjà, à un horizon d'ici 2035, on ne voit pas un réseau qui distribuerait l'hydrogène de façon vraiment décentralisée. Il y aura des stations, mais plus pour les camions. Donc, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que aussi, bon, les experts du ministère du Transport l'ont confirmé également, comme plein d'autres experts. On considère plutôt que pour la mobilité privée, donc en voiture, l'hydrogène sera moins utilisé. L'hydrogène restera plutôt le crément des différents types d'énergie, donc bien plus cher que par exemple l'électrique si on l'utilise immédiatement dans des voitures électriques. L'évolution de la flotte des véhicules, donc dans le stock, donc on a vu ici les flux, et puis les flux, ils se transmettent progressivement dans le stock, et vous voyez notamment sur les côtés droits, il y aura donc un très fort changement dans le stock de voitures d'ici quelques années. C'est progressif, mais c'est quand même assez rapide. Donc, vous voyez la ligne qui est donc l'année 2021-2022. Donc, on n'est qu'au début d'une progression assez impressionnante quand même des voitures électriques. Sur la distance parcourue, là aussi, on prolonge en grande partie des trends, même si on a adopté une limite inférieure, notamment pour l'essence et le diesel. Donc, on voit bien que le kilométrage, il a déjà baissé ces dernières années, alors que celui des voitures électriques a beaucoup augmenté, ce qui est en lien également avec des batteries de plus en plus grandes et qui se rechargent de plus en plus rapidement aussi avec un réseau de chargeurs rapides de plus en plus développé dans le pays. À droite, vous voyez les scénarios du ministère du Transport, donc sur la mobilité, y compris les modes actifs. Les modes actifs, c'est la marche à pied, c'est le vélo, etc. Et vous voyez que par rapport à 2017, bon, eux, ils sont basés aussi sur nos projections, notamment démographiques, mais aussi de l'emploi. Vous voyez une très forte hausse dans leur scénario de référence qui se ferait principalement par le transport individuel motorisé dans un scénario de référence, et puis dans le PNM que nous, on a utilisé pour notre scénario VAM, cette hausse du transport individuel motorisé serait plus limitée, notamment parce que le transport public prendrait plus d'ampleur, une part plus grande de ce gâteau. Après, pour l'efficacité énergétique des véhicules, vous voyez ici la consommation des voitures de notre scénario VAM en bleu et une consommation théorique qu'on a calculée en supposant qu'il n'y aurait justement pas d'électromobilité. Ceci pour vous montrer, encore une fois, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, aussi dans le contexte des bâtiments au niveau des pompes à chaleur, et c'est un peu identique avec les voitures électriques, donc il y a une efficacité bien supérieure pour les voitures électriques, un facteur de 1 à 3 à peu près, qui permet en fait, malgré une hausse
du stock de voitures, on arriverait à une baisse de la consommation d'énergie. Et malgré une hausse du kilométrage réalisé avec les voitures électriques, on arriverait à cette baisse. Donc, l'écart entre les deux courbes, ça montre un peu les gains d'efficacité qu'on a en changeant de technologie des moteurs thermiques aux moteurs électriques. Cela implique que l'énergie nécessaire par kilomètre, donc c'est ça la mesure de l'efficacité énergétique, elle baisserait beaucoup, notamment pour les voitures où l'électrification se ferait le plus rapidement, dans une moindre mesure pour les camionnettes, mais quand même là aussi on voit l'électrification progressive. Et pareil pour les bus. En fait, il y a pour tout le réseau RGTR, il y a une obligation de passer au bus électrique à l'horizon 2030. Donc, sur les années à venir, en fait, il y aura de très forts changements dans la flotte de bus au Luxembourg. Et donc, l'impact de l'électrification se voit aussi sur l'efficience, donc l'efficacité des bus. Et de manière beaucoup moins prononcée pour les camions, parce que notamment notre hypothèse sur l'électrification est bien inférieure. On table sur à peu près 5% de camions électriques à l'horizon 2030 et 11% seulement à l'horizon 2050. En même temps, on a aussi des camions hydrogène dans notre scénario, à peu près 4% en 2030 et 7% en 2050. Donc, comme on a des pourcentages bien plus faibles pour les camions, vous voyez que notamment l'efficacité énergétique des camions, donc la courbe jaune à droite, baisserait beaucoup moins. Et il n'y a pas seulement l'efficacité énergétique qui explique les réductions des émissions, mais c'est aussi le fait que simplement, quand on utilise l'électricité, ben, il n'y a pas d'émissions directes. Donc, en plus de l'efficacité énergétique, il y a un facteur de l'intensité d'émissions qui s'approche de zéro au moment où on ne dispose plus que de véhicules à zéro émission dans le stock. Donc, voilà. En plus de l'efficacité énergétique, il y a cet effet qui joue que, notamment, quand on n'utilise plus les carburants fossiles, ben, il y a logiquement plus d'émissions non plus. Comme on parle beaucoup de l'électrification, un sujet récurrent, c'est en fait la hausse de la consommation d'électricité. On l'a thématisé aussi dans les séminaires précédents. Ici, vous le voyez pour la seule mobilité. Et pour les différents types de véhicules, que ce soit donc les plug-in hybrides, les voitures à 100% électriques, pour les bus, pour les camions dans une moindre mesure, ainsi que pour les camionnettes. Donc, de nouveau, vous voyez que les voitures privées, en quelque sorte, c'est là où l'électrification sera la plus rapide et la plus massive. Et donc, c'est ça qui explique la hausse de la consommation d'électricité pour le transport. Après, à droite, vous voyez le graphique que j'ai déjà montré dans les séminaires précédents également, que oui, il y a une hausse de la consommation d'électricité, elle doublerait d'ici 2050, mais comme la production d'électricité augmenterait encore plus rapidement, en fait, la part de la production domestique dans la consommation d'électricité, elle augmenterait aussi dans la décennie à venir avant de se stabiliser aux alentours de 40%. Donc, quand on prend tout ce qu'on a vu précédemment, on voit donc, si vous vous concentrez sur les seules barres bleues, vous voyez en fait la contribution de la flotte nationale des véhicules, où on vient de voir toutes les caractéristiques. Donc, toute l'électrification, ça contribue bien à la baisse. Par contre, l'ampleur, elle est bien inférieure à l'ampleur qu'on projette pour les ménages non résidents, où ces effets sur la flotte des véhicules jouent également. Mais il y a aussi un effet prix qui va jouer, de manière beaucoup plus prononcée que pour les ménages résidents. Et pareil pour les professionnels non résidents. Donc, la plus forte part des baisses des émissions à l'horizon 2030, mais aussi à l'horizon 2050, viendra des non résidents. Et dans la deuxième partie de la présentation, qu'on commencera maintenant,
on va se concentrer justement sur ce volet-là. Juste pour finir avec cette partie sur la flotte nationale, donc vous voyez que même si aujourd'hui la consommation des résidents et donc aussi les émissions des résidents jouent une part plutôt petite dans les émissions totales, à l'horizon 2050, c'est le contraire. En fait, ce seront toutes les émissions qu'on prévoit pour 2050 seront les émissions de la flotte nationale. Donc, à cet horizon-là, il va falloir réfléchir aussi si on ne peut pas faire des efforts encore plus prononcés ou alors s'il n'y a pas peut-être des technologies qui auraient pénétré dans le stock, notamment des camions, de manière plus prononcée de ce que nous, on a supposé dans notre scénario. Donc, pour la modélisation des ventes de carburant et notamment aux non-résidents, en fait, depuis longtemps, on dispose d'une équation empirique dans notre modèle de projection macro. Elle sert notamment à prévoir les recettes fiscales. Donc, c'est une partie du budget de l'État qu'on prévoit avec ça, mais c'est une équation économétrique où la méthodologie, ou l'horizon pour laquelle on peut l'utiliser, elle se limite à 2, 3, 4 années. Et par la méthodologie veut que de telles équations empiriques, on ne peut pas les prolonger à l'horizon 2050. On l'a quand même fait pour justifier, pour vous montrer en fait pourquoi on a besoin d'une autre équation quand on fait des projections de long terme. Donc, on a fait un peu une démonstration par l'absurde. Donc, on a intégré dans cette projection avec l'équation empirique, notamment toutes les hausses de la taxe CO2 qui mèneraient à des prix à la pompe luxembourgeois de plus en plus élevés, de plus en plus proches de ceux dans les pays voisins, et ils dépasseraient même les prix des carburants des pays voisins. Bon, ça dépend un peu si c'est du diesel ou de l'essence. Pour l'un, c'est dans les années 30 et pour l'autre, c'est dans les années 40, où le Luxembourg deviendrait plus cher. Mais en fait, l'équation, malgré cette forte hausse et cette grande modification, notamment dans raisonne en termes de différentiel de prix, on voit que malgré tout, on aurait encore en 2030, en 2040 et en 2050 une part substantielle de carburant qu'on vendrait aux étrangers, alors qu'à cet horizon-là, on serait déjà plus cher qu'à l'étranger. Donc, on voit très bien les limites d'une telle équation et qu'on ne peut pas l'utiliser telle qu'elle. Une autre limite de cette équation, c'est que c'est modélisé pour le total, donc pour les ventes de carburant, aussi bien pour le diesel et l'essence pris ensemble, mais aussi pour les résidents et les non-résidents pris ensemble. Et comme les prix, en fait, l'égalité des prix entre les prix luxembourgeois et les pays voisins, ça ne se fait pas au même moment pour le diesel et l'essence, d'où la nécessité de modéliser le diesel et l'essence de manière séparée. Et de toute façon, on l'a déjà vu pour la résidence, donc les non-résidents et les résidents, ils vont probablement réagir de façon différenciée, tout comme les ménages et les professionnels réagissent de manière différenciée parce qu'il y a aussi d'autres prix qui sont appliqués. Donc, quelles sont ces modifications qu'on a fait? Donc, en partant de l'équation empirique, on a donc développé une équation théorique. Donc, dans l'équation empirique, dans les prévisions sur ces dernières années, on partait d'une efficacité énergétique historique qui est aux alentours de 1 point, 1,5 point d'amélioration par année. Or, notre modélisation, notamment de la flotte nationale, comme on l'a vu avant, nous donne une baisse des litres par kilomètre beaucoup plus prononcée. Et ça, c'est notamment l'impact de l'électrification, parce qu'une voiture électrique, ça rentre dans cet indicateur avec 0 litres par kilomètre. Et donc, forcément, il y a des baisses beaucoup plus prononcées dans les années à venir, vu
l'électrification rapide de la flotte nationale. Donc, vous voyez les litres par kilomètre sur le graphique à gauche, encore une fois, où on considère donc que toutes les voitures électriques, ils consomment 0 litres par kilomètre, et donc ça contribue à cette forte baisse qui serait déjà aujourd'hui ou dans les années à venir plutôt aux alentours de 3% par année, et qui serait même à 2 chiffres à partir de la fin des années 2030. Donc, plus l'électrification prend de l'ampleur, plus cet indicateur baisse logiquement. C'est lié à la même problématique, c'est celle de l'élasticité des frontaliers. Donc, dans l'équation empirique, on a notamment les frontaliers aussi qui sont indéterminants de nos ventes de carburant, donc avec une élasticité de 0,8. Donc, ça veut dire que si le nombre de frontaliers augmente de 1%, d'après cette équation empirique, on aurait une hausse de 0,8% des ventes de carburant. Or, si on suppose que l'électrification de la flotte des frontaliers évolue de la même façon que celle de la flotte luxembourgeoise. D'ailleurs, une certaine partie des frontaliers disposent notamment des voitures de fonction qui sont donc compris dans cette flotte luxembourgeoise. Et aussi pour les autres, si on suppose notamment l'interdiction des voitures thermiques à l'horizon 2035, forcément, là aussi, il y a des grands changements dans le parc de véhicules. Et comment on prend en compte ça? Tout simplement avec les mêmes indicateurs qu'on vient de voir sur le graphique à gauche, et on multiplie donc l'élasticité qu'on a déterminée de façon empirique, on la multiplie par cet indicateur une fois qu'il est normalisé par 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, vous voyez l'élasticité des frontaliers sur le graphique à droite, ça veut simplement dire que à l'horizon 2040, par exemple, même si on aura de plus en plus de frontaliers, ils ne vont plus faire augmenter nos ventes de carburant parce que même les frontaliers, ils rouleront en voiture électrique. Et donc, cette élasticité, elle va baisser donc, de manière continue de 0,8 à 0 d'ici 2 décennies. Après, au niveau des prix, quelle modification est-ce qu'on a fait par rapport à l'équation empirique? Dans l'équation empirique, donc historiquement, on mesure une élasticité prix par rapport au ratio de prix. Donc, le ratio de prix, c'est notamment le prix professionnel en Belgique par rapport au prix professionnel luxembourgeois. Sachant que le prix professionnel en Belgique, il est hors TVA, mais aussi hors certaines accises. Et le prix professionnel à Luxembourg, c'est simplement le prix hors TVA. Donc, on voit, c'est la courbe jaune, que le diesel, il est légèrement moins cher en Belgique. C'est pour ça que le ratio se situe en dessous de 1. Donc, en fait, c'est déjà un certain désavantage compétitif du prix du diesel professionnel qu'on a par rapport à la Belgique notamment, mais de plus en plus aussi par rapport à la France. Et avec les hausses successives de la taxe CO2, ce ratio, il baisserait au fur et à mesure. Donc, on suppose ici qu'en Belgique et en France, il n'y aura pas de taxation de CO2 au cours de ces années. On va revenir sur cette thématique plus tard aussi. Et donc, comment on modélise l'impact de ces hausses de la taxe CO2 et de cette dégradation du ratio de prix? Tout simplement, on part de l'élasticité observée historiquement parce qu'on considère que c'est probablement l'élasticité qui joue encore aujourd'hui. Par contre, plus on s'éloigne de 1, donc plus la distance entre ce ratio et 1 devient grande, plus l'élasticité va augmenter. C'est ça la courbe en bleu que vous voyez. Donc, plus l'avantage compétitif, en fait, plutôt le désavantage compétitif qu'on a déjà par rapport à la Belgique et de plus en plus aussi par rapport à la France dans les années à venir, plus ce désavantage devient grand, plus l'élasticité devient grande. Ça veut dire
qu'il s'agirait d'une réaction non linéaire. Donc, à un moment donné, les camionneurs professionnels, ils vont réagir beaucoup plus fortement à ce différentiel que ça a été le cas par le présent. Donc, tout ceci est important pour arriver à un résultat plus réaliste par rapport à ce qu'on a vu avant avec cette démonstration par l'absurde, où on a vu que même si à l'horizon 2030, on est plus que 10% plus cher en Belgique, alors avec cette équation empirique, il y aurait toujours beaucoup de transporteurs internationaux qui feraient le plein à Luxembourg, ce qui paraît illogique vu quand même l'ampleur de ce désavantage compétitif. C'est pour ça qu'on doit mettre en place une élasticité qui augmente au cours du temps et qui est calibrée de la façon pour justement arriver à un certain moment à zéro ou presque zéro d'exportation de carburant. Donc, le chiffre que vous voyez dans l'équation en haut à droite, donc le ratio exposant 20, ce chiffre, il a justement été choisi pour que, une fois qu'on est vraiment 15 ou voire 20 centimes plus cher que la Belgique et la France, bah, à ce moment-là, on n'exporterait plus de carburant. Et on fait la même chose pour les ménages, sauf que là, on choisit un autre paramètre, on choisit le paramètre 5 au lieu de 20. Là encore, il a été choisi de la façon pour que, au moment où le Luxembourg deviendrait plus cher au niveau du diesel et de l'essence que les pays voisins, qu'à partir de ce moment-là, les ventes de carburant aux ménages non résidents s'annuleraient. Après, sur le graphique, vous voyez que même si la réaction est moins forte, donc l'élasticité sur l'échelle de droite, elle est moins prononcée, malgré tout, l'histoire est la même. Donc d'un côté, on a un ratio de prix qui se dégrade au fur et à mesure. Donc il y a encore un avantage compétitif des prix à la pompe luxembourgeois aujourd'hui. C'est pour ça que le ratio sur l'échelle de gauche est supérieur à 1. Mais avec les hausses successives de la taxe CO2, cet avantage il disparaîtrait progressivement et en même temps l'élasticité prix et donc la réaction des ménages non résidents deviendrait de plus en plus prononcée. Donc ici vous voyez les résultats quand on met en place cette équation théorique. Sur le côté gauche vous voyez aussi bien pour les voitures résidents que pour les voitures non résidents l'évolution et la même chose pour les professionnels résidents et non résidents. Et vous voyez des baisses pour les résidents, mais des baisses qui sont plus linéaires et progressives, alors que pour les voitures non résidents et les professionnels non résidents, la réaction, elle serait non linéaire, donc beaucoup plus prononcée. Et à l'horizon 2040, pratiquement toutes les ventes de carburant aux non résidents auraient disparu. Encore une fois, c'est dû à l'hypothèse qu'à partir du moment où le désavantage en termes de prix pour les professionnels devient trop important, alors on ne voit plus pourquoi il ferait encore le plein ici au Luxembourg. Et pareil pour les voitures, une fois qu'il n'y a plus d'avantage des prix à la pompe luxembourgeois par rapport aux prix étrangers, il n'y a pas de raison pourquoi ils feraient le plein ici plutôt qu'à leur domicile. Donc à droite, vous voyez l'importance des différents déterminants dans cette nouvelle équation théorique des ventes de carburant. Donc la baisse, ça viendrait principalement du différentiel de prix et donc de la taxe CO2 qu'on a dans ce scénario. Mais on voit également l'effet de l'efficacité des voitures qui est en fait l'impact qu'on vient de voir dans la première partie de la présentation, donc l'impact de l'électrification. Et dernièrement, on voit que l'impact à la hausse des frontaliers, ça diminuerait au fur et à mesure. Ça aussi, on l'a vu en détail, comment on l'a fait et pourquoi on l'a fait. Et le transport routier dans l'Union européenne, en fait, on n'a pas d'impact au-delà de l'impact, disons, conjoncturel auquel on s'attend donc à une hausse encore du transport routier dans l'Union européenne.
Mais en fait, on applique ici une croissance historique du transport routier qui, en moyenne, est de 0%. Donc, il y a de fortes fluctuations à la hausse et à la baisse en fonction du cycle économique, mais à long terme, la croissance, elle est de 0%. C'est pour ça qu'il n'y a plus de contribution à long terme du transport routier. Voilà, donc en termes des émissions, parce qu'avant, sur le graphique, c'était sur les ventes de carburant. Ici, la même chose en termes de réduction des émissions, pour vous donner un peu l'ordre de grandeur de l'impact des différentes mesures. Donc, on a déjà l'impact du scénario VEM, donc, où on prolonge juste les tendances historiques. Il y a une certaine hypothèse, mais encore plus conservatrice au niveau de l'électrification, mais vous voyez que ça joue déjà beaucoup sur la baisse des émissions. S'il rajoute le renforcement des normes dont on a parlé aussi, et notamment l'interdiction des moteurs thermiques à l'horizon 2035. S'il rajoute aussi l'impact donc de la réforme des avantages en nature au niveau du leasing, qui joue déjà dans les années à venir et notamment de 2025-2026. Et dernièrement, la taxe CO2 qui est le principal déterminant de cette baisse des réductions des émissions. Donc, le résultat global pour les émissions de ce secteur, vous connaissez probablement déjà ce résultat parce qu'il a déjà été présenté dans le premier séminaire. Dans le premier séminaire, on a montré le résultat pour tous les séminaires. Donc, vous voyez qu'en contrairement à d'autres secteurs, le secteur du transport, il respecterait l'objectif sectoriel du transport et les émissions seraient d'ailleurs encore bien en dessous des émissions allouées pour ce secteur. Et ça permet donc non seulement d'atteindre l'objectif sectoriel, mais ça permet aussi d'atteindre l'objectif global pour le Luxembourg. L'autre objectif du PNEC au niveau de l'efficacité énergétique, donc il serait également atteint. On a vu aussi pourquoi c'est le cas, tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de ventes de carburant aux non-résidents. Les ventes d'hydrogène aux non-résidents sont modélisées, mais ils sont à une autre échelle que les ventes de carburant aujourd'hui. Et après, ce qui joue également sur cet objectif d'efficacité énergétique, c'est bien évidemment l'électrification qui a un fort impact à la baisse, comme on vient de le voir aussi en début de la présentation. Et dernièrement, le troisième objectif du PNEC, c'est donc l'objectif sur les énergies renouvelables et parallèlement à l'électrification du parc des véhicules, mais aussi à la pénétration de l'hydrogène et aux ventes d'hydrogène aux non-résidents. En fait, cette part d'énergie renouvelable augmenterait progressivement, donc de moins de 10% aujourd'hui à 70% à l'horizon 2050. Donc pour conclure, en partie, je viens déjà de le dire, que l'objectif sectoriel serait atteint et donc aussi l'objectif global pour le Luxembourg, parce que le secteur du transport, il permettrait en fait de compenser le non-respect des objectifs sectoriels d'autres secteurs. Il est évident qu'il y a de grandes incertitudes parce qu'on a vu toutes les hypothèses qu'on a adoptées, donc c'est par définition c'est incertain, ce sont les incertitudes inhérentes à toute projection, mais pour ce secteur s'y rajoute en fait l'incertitude quant à la réaction non linéaire des ventes aux non-résidents. Donc comme je l'ai précisé, il s'agit d'une équation théorique basé en partie sur le bon sens et puis sur certains critères que j'ai déjà évoqués. Donc, il n'y a plus de raison pourquoi les non-résidents feraient le plein au Luxembourg si c'est plus cher au Luxembourg qu'à l'étranger. Donc,
voilà, avec ce type d'hypothèse, on arrive à une modélisation d'une réaction non linéaire des vents de nos résidents, mais reste à voir quand est-ce que cette réaction aura effectivement lieu et quelle sera l'ampleur de cette réaction. Encore une fois, c'est une équation théorique, il n'y a aucune possibilité d'avoir une évaluation empirique de ce phénomène qui n'a tout simplement pas eu lieu par le passé. Après, un point très important est que par construction, quand on fait une évaluation du PNEC luxembourgeois, par construction, on n'évalue que les mesures du Luxembourg. Donc, on suppose que les pays voisins, ils n'adoptent aucune taxation de la taxe CO2 par rapport à aujourd'hui. Alors que c'est tout aussi évident que, comme ces pays, ils ont également des objectifs de réduction des émissions, donc dans les PNEC que ces pays vont élaborer, il se peut qu'il y aura des mesures, notamment sur la taxation de CO2. Si ça va être le cas, alors c'est clair que ces projections ne restent valides que si les hausses de la taxe CO2 de 5 € par tonne sont considérées en plus des hausses qu'on aurait à l'étranger. Donc, dit autrement, si à l'étranger ils prennent des mesures qui réaugmenteraient de nouveau le différentiel de prix, ça aurait tendance à faire augmenter de nouveau nos ventes de carburant. Et pour neutraliser tout ça, en fait, les hausses de la taxation devraient être plus prononcées au Luxembourg. Et dernièrement, il y a des incertitudes au niveau des technologies, beaucoup moins qu'il y a 5 ou 10 années. Donc, l'électrification, elle est quand même déjà en cours. Il y a énormément de nouveaux modèles aussi qui sont annoncés pour les mois et pour les années à venir. Donc, pour l'électrification, il y a moins de doutes. Par contre, il y a toujours des doutes sur l'hydrogène. Je l'ai précisé lors de la présentation aussi, on est assez conservateur sur la pénétration de l'hydrogène dans notre projection, mais encore une fois, voilà, il y a des incertitudes technologiques quant à la vitesse de déploiement et quant aux technologies qui vont effectivement être déployées. Voilà, c'était tout pour ma présentation et je suis prêt à répondre à vos questions.